Le 30 septembre 1955, la route est encore chaude lorsque le silence frappe. Un virage. Une voiture arrêtée trop brutalement. Et un nom qui, en quelques secondes, cesse d'appartenir au présent. James Dean meurt à 24 ans, loin des projecteurs, loin des studios, sans avoir eu le temps de vieillir. Une carrière fulgurante, 3 films. Et pourtant, une trace plus profonde que celle de nombreuses vies entières. À l'instant de sa mort, sa fortune est encore modeste. Pas de palais, pas d'empire financier, seulement des contrats prometteurs, une notoriété naissante et un avenir que personne n'aura le droit de voir. La voiture est immobile, le moteur refroidit lentement. Autour, le paysage reste indifférent. La mort n'a rien de théâtral. Elle surgit dans un décor banal, presque anonyme. Ce contraste dérange. Comment une figure devenue éternelle peut-elle disparaître si tôt, sans maison de fin, sans héritage matériel visible? Comment un mythe peut-il naître précisément au moment où la vie s'interrompt? Il n'y a pas encore de mausolée, pas encore de pèlerinage, seulement une absence brutale et une jeunesse figée à jamais. Car avec sa disparition, quelque chose se produit. Le temps se referme, l'image se fige. Et le silence commence à transformer un homme en légende. Et si la vraie maison de James Dean n'était pas un lieu, mais un instant arrêté pour toujours? Avant que le silence ne le transforme en symbole, il y eut une trajectoire brève, tendue, presque nerveuse. Une enfance marquée par l'instabilité, les déplacements et une difficulté à trouver sa place. Très tôt, il cherche un langage qui lui permette d'exister sans s'expliquer. Le théâtre lui offre cet espace. Puis, le cinéma. Une présence différente, brute, inconfortable. À l'écran, il ne joue pas, il expose. Ses silences parlent autant que ses mots. En peu de temps, il incarne une génération qui refuse les rôles imposés. La jeunesse se reconnaît dans ses gestes maladroits, dans ses regards fuyants, dans cette colère contenue qui ne sait pas encore où se diriger. Il devient un miroir, plus qu'un héros. Les studios perçoivent le potentiel. Les contrats arrivent, les critiques s'interrogent. Le public, lui, s'attache immédiatement. Mais cette ascension rapide porte en elle une tension constante. La célébrité arrive avant la maturité. L'image se fixe alors que l'homme est encore en mouvement. On attend de lui qu'il incarne quelque chose de définitif alors qu'il n'a pas encore fini de se chercher. Dans les coulisses, l'agitation est palpable. La tension permanente pèse. Les attentes s'accumulent. Et derrière le succès naissant, une impatience sourde grandit. Car la gloire, lorsqu'elle arrive trop tôt, ne laisse pas toujours le temps de construire des fondations. Elle éclaire, mais elle fragilise aussi. Et déjà, sans que personne ne le sache, le temps commence à se contracter autour de lui, comme si cette ascension fulgurante n'était qu'un prélude. Une montée rapide destinée à ne jamais connaître de descente. Contrairement à d'autres destins, ces dernières années ne sont pas longues. Elles sont resserrées, presque étouffées par la vitesse à laquelle tout arrive. Le succès précède la stabilité. La reconnaissance arrive avant le temps de s'y préparer. Il vit dans des lieux provisoires, des chambres louées, des maisons empruntées. Rien de vraiment fixe, rien qui ressemble à un ancrage durable. Comme si sa vie elle-même refusait de se poser. Les tournages s'enchaînent, mais entre deux prises, le calme est lourd. Il s'isole. Il conduit. Il cherche le mouvement comme si l'immobilité était une menace. La route devient un refuge temporaire, un espace où personne ne le regarde. Autour de lui, peu de confidences. Il parle peu de l'avenir, non par pessimisme, mais par absence de projection. Tout va trop vite pour imaginer demain. Les objets qui l'accompagnent sont simples. Une voiture, quelques vêtements, des carnets remplis de notes inachevées, des traces d'un esprit en recherche permanente. La célébrité commence à le définir alors qu'il n'a pas encore choisi qui il veut être. Cette pression silencieuse s'accumule, non pas comme une douleur visible, mais comme une tension continue. Il n'y a pas de retraite volontaire,
pas de fin annoncée. Seulement une impression persistante de décalage entre ce que le monde attend et ce qu'il est encore en train de devenir. Dans cette vie sans maison définitive, sans racines claires, la solitude prend une forme particulière. Elle n'est pas le résultat d'un abandon. Elle est la conséquence d'un mouvement permanent. Et lorsque tout s'arrête, ce n'est pas dans une chambre familière. C'est loin de tout, sur une route ouverte. Le silence, cette fois, ne s'installe pas progressivement. Il surgit. Le 30 septembre 1955, la fin arrive sans annonce. Un après-midi ordinaire, une route ouverte et un choc qui ne laisse aucune place au retour. La voiture s'immobilise, le métal se tait. Autour, le paysage reste intact, presque indifférent. Il n'y a pas de scène finale, pas de témoin venu expliquer l'instant. Seulement un arrêt brutal, définitif. La nouvelle se diffuse rapidement. D'abord incrédulité, puis sidération. Comment une carrière à peine commencée peut-elle s'achever ainsi, sans transition, sans adieu? Les studios suspendent leurs projets. Les journaux figent son visage en première page. Le public découvre que ce qu'il admirait n'aura jamais le temps d'évoluer. La jeunesse devient éternelle par accident. La mort n'a pas eu lieu dans un espace intime. Pas de maison, pas de chambre, pas de lieu de recueillement immédiat. Elle s'est produite dans un non-lieu, entre deux destinations. Ce détail change tout. Il n'y a rien à revisiter, rien à fermer, rien à habiter après lui. Le silence n'a pas d'adresse. Ce jour-là, l'homme disparaît, mais l'image commence à se cristalliser. Les silences, les regards, les hésitations deviennent définitifs. Ils ne seront jamais contredits par l'âge ou l'usure. La mort n'a pas mis fin à une trajectoire. Elle l'a figée. Et dans cet arrêt net, une légende prend forme, sans intention, sans contrôle. Quand la vie s'interrompt sans lieu pour l'accueillir, le silence devient le seul héritage immédiat. Après la disparition, il n'y a ni grand domaine à préserver, ni maison transformée en sanctuaire. L'héritage est dispersé, presque abstrait. Quelques biens personnels, des contrats interrompus, et surtout, une image figée que personne ne peut plus corriger. Sa fortune matérielle reste limitée. Elle ne reflète ni l'impact culturel, ni la valeur symbolique qu'il acquiert après sa mort. Très vite, ce ne sont pas les biens qui comptent, mais les droits. Les films, les photographies, les affiches. Chaque fragment devient une pièce d'un patrimoine soudain convoité. Les studios, les éditeurs, les collectionneurs s'organisent. La carrière inachevée se transforme en catalogue fermé, donc précieux. Rien ne viendra diluer l'aura, aucun échec futur, aucune fatigue visible. L'héritage gagne en force précisément parce qu'il est incomplet. Des objets personnels apparaissent dans des ventes privées. Des notes manuscrites circulent. Des images inédites sont révélées, puis immédiatement classées comme définitives. Chaque trace devient preuve. Chaque silence, interprétation. Il n'existe pas de lieu unique pour contenir cette mémoire. Pas de maison à visiter. Pas de pièce où le temps se serait arrêté. L'héritage est disséminé, fragmenté, comme sa vie l'a été. Ce vide spatial alimente le mythe. L'absence de fin tangible empêche toute clôture. On ne se recueille pas devant des murs, mais devant une image qui ne vieillit pas. Ainsi, la succession ne se règle pas seulement en chiffres. Elle se joue dans la manière dont le monde s'approprie une jeunesse éternelle, dans ce qu'il choisit de montrer, et surtout, dans ce qu'il ne pourra jamais vérifier. Car lorsqu'une vie s'arrête trop tôt, l'héritage devient une construction collective, un récit partagé, façonné par le manque. Et parfois, ce sont les vies sans possession qui laissent là les traces les plus persistantes. Il n'a jamais eu le temps de vieillir, jamais eu le temps de se répéter. Sa vie s'est arrêtée avant de devenir routine, avant que l'image ne se fissure. Il n'y a pas de maison figée dans le temps, pas de chambre à refermer,
Pas de lieu précis où le silence s'est installé lentement. Le silence est arrivé d'un seul coup, sur une route ouverte, sans prévenir. C'est peut-être pour cela que son absence est si persistante. Rien n'a été conclu, rien n'a été apaisé. La vie s'est interrompue au moment même où elle commençait à prendre forme. Son héritage ne repose pas sur ce qu'il a possédé. Il repose sur ce qu'il n'a pas eu le temps de devenir. Une promesse inachevée, une trajectoire arrêtée avant la fatigue, avant la désillusion. Le monde a conservé son visage jeune, ses silences intacts, ses hésitations jamais corrigées. Il est resté tel qu'il était à l'instant où tout s'est figé. Ni victorieux, ni brisé, simplement suspendu. Alors une question demeure, discrète mais insistante. Le véritable héritage n'est-il de ce que l'on construit ou de ce que l'on laisse inachevé? La mémoire a-t-elle besoin de durer pour survivre ou seulement d'un instant suffisamment fort? Peut-être que le silence n'efface pas les vies brèves. Il leur donne une densité particulière, une résonance que le temps ne parvient pas à dissoudre, car certaines existences ne deviennent pas éternelles parce qu'elles accomplissent, mais parce qu'elles laissent en suspens. Le silence ne prolonge pas la vie, il en révèle la portée.